Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Associ. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à l'Europe. Madame Marie-Paule Mancini-Neri, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice de l'association La Maison de l'Europe en Corse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez décidé d'intégrer cette association. Tout d'abord parce que j'ai fait des études de droit européen et donc ça m'amenait tout naturellement à m'occuper d'Europe. Je suis une Européenne convaincue, je me suis toujours beaucoup intéressée à la construction européenne. J'ai eu la chance de voyager beaucoup en Europe, jeune, de passer du temps en Grande-Bretagne et dans les pays du Nord, et ça m'a évidemment donné l'idée qu'il fallait travailler sur ce sujet. Et à un moment de ma vie où il fallait que je change d'orientation professionnelle, eh bien, je me suis dit que finalement l'Union européenne, c'était l'avenir. Vous alliez baigner, on va dire, tout naturellement dedans. Tout à fait. Alors, il n'y en a qu'une seule en Corse, et elle a été créée en quelle année? Alors, la Maison de l'Europe en Corse a été créée en 2001. Elle a été immédiatement labellisée par la Commission européenne Centre d'information Europe Direct, ce qui veut dire que cette association est chargée par la Commission européenne de faire de l'information sur le territoire régional corse pour tout ce qui est histoire de l'Union européenne, les États membres, leur langue, leur culture, leur peuple, etc., les politiques, les programmes et les financements européens. Ça, donc, c'est son rôle. C'est le rôle, c'est la mission qui lui est assignée par la Commission européenne. Faut-il sensibiliser les citoyens à l'Europe? Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, et pour longtemps. Il faut sensibiliser les citoyens, et il faut les sensibiliser, je pense, très jeunes. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord nous vivons sur une île et que, comme chacun sait, les insulaires ont plutôt tendance à se refermer sur eux-mêmes. Donc il faut essayer d'ouvrir les jeunes à l'idée de la construction européenne et puis surtout à l'idée de la mobilité. Aujourd'hui, ce qui est privilégié par la Commission européenne, c'est l'échange de savoir-faire et la mobilité. La mobilité de toutes les populations, jeunes, plus âgées, en difficulté, enseignantes, voilà. Donc, tous les programmes européens sont basés sur cet échange et sur la mobilité. Vous vous adressez donc à un large public. Notre mission est une mission d'information tout public, plus particulièrement grand public, c'est-à-dire que nous nous adressons peu aux entreprises qui, elles, ont des guichets, parce que les entreprises, elles ont souvent la volonté plutôt de trouver des financements. Nous, notre mission, c'est d'informer sur l'Union européenne, sur son histoire, en partant évidemment des deux guerres mondiales et en expliquant que si aujourd'hui la paix règne en Europe, c'est parce qu'il y a l'Union européenne, et il ne faut pas oublier qu'on a des guerres aux portes de l'Union européenne. Si nous n'avions pas eu les pères fondateurs qui, en 1955, ont décidé de créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, eh bien, probablement nous serions en guerre aujourd'hui, et pourquoi pas encore en guerre avec l'Allemagne. Et qui sont les plus demandeurs? Alors, si je devais dire, les plus demandeurs, ce sont les enfants. Ce sont les enfants et les enfants jeunes. C'est le public avec lequel on a le plus de facilité à faire passer le message. Quel regard ils ont? Eh bien, c'est une catégorie de citoyens qui a un regard, bon, d'abord un regard évidemment neuf, hein, un regard un peu naïf, mais qu'on arrive à sensibiliser autour de choses très simples. Les drapeaux, l'hymne, le sport, la musique. On commence à travailler avec des enfants d'école maternelle. Vous présentez donc dans les établissements? Alors, en qualité de Maison de l'Europe, nous avons un agrément national du ministère de l'Éducation nationale pour travailler dans les établissements scolaires, donc les écoles, les collèges, les lycées et l'université. Donc, on fait des animations dans les écoles à partir de l'école maternelle jusqu'aux classes de lycée, voire de BTS, etc.
Et évidemment, on adapte nos animations à l'âge scolaire des enfants, à l'âge des enfants que nous avons en face de nous. Et chez les tout petits, justement, est-ce qu'ils font le lien avec les institutions? Alors, les tout petits, on leur parle peu d'institutions à l'école maternelle et au cours préparatoire. On commence à leur en parler au cours élémentaire. On leur explique qu'il y a un Parlement, qu'il y a une Commission européenne, qu'il y a des organismes qui contrôlent tout ça, et puis surtout qu'il y a des politiques qui sont mises en œuvre qui leur permettent d'aller au théâtre, par exemple, d'avoir des terrains de sport, de voyager. Voilà, on leur explique l'Europe un petit peu de cette façon-là. Dans les questions qu'ils vous posent, parce que je veux dire, ils sont demandeurs, surtout chez les jeunes enfants, qu'est-ce que vont être les questions qui reviennent? Mais c'est souvent sur les pays les plus proches de nous, en fait, et en particulier l'Italie. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Eh bien, ils nous posent des questions sur les langues, sur la cuisine, sur les traditions culinaires, sur les produits qu'on y trouve. On leur fait beaucoup d'informations sur la faune, la flore, les traditions. On fête Noël, et on fête Noël, par exemple, dans une école, on fête Noël comme on l'a fête en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Finlande, en Suède. Voilà. Et puis on fête Pâques, comme on l'a faite en Croatie, en Lituanie, en Irlande. Voilà. Et autour de ces thèmes-là, on arrive à leur faire comprendre que l'Europe, elle est diverse, mais qu'elle est unie et que c'est vraiment une union des peuples et pas seulement un guichet où on va tirer de l'argent. Voilà. Ce qu'on souhaite faire passer comme message, c'est que c'est une Europe des peuples qui se construit et pas seulement une Europe économique. Vous êtes beaucoup sur le travail, sur le terrain à travailler? Alors, nous sommes un salarié et demi dans l'association, c'est-à-dire un salarié à plein temps, un salarié à mi-temps. Et puis, en réalité, nous travaillons à 9, 10 quelquefois, parce que nous accueillons des services volontaires européens. Cette année, nous avons une Italienne, une Espagnole et un Polonais. Est-ce que il y a une tournante, si je puis dire? Oui, oui. C'est un programme de mobilité pour les jeunes. De 18 à 30 ans, donc ils candidatent, on les sélectionne en fonction de leur pays d'origine, de la langue qu'ils parlent, etc. Ils arrivent chez nous, en général, ils ne parlent pas français. Est-ce que c'est dans le cadre de leurs études? Non, alors le service volontaire européen, ce n'est pas dans le cadre de leurs études. Ils peuvent venir pendant leurs études s'ils font un break dans leur cursus universitaire, mais c'est un programme qui leur permet de voyager en Europe sans nécessité de formation universitaire. Ils viennent chez nous pour apprendre la langue et pour échanger leur culture avec des jeunes Français, en l'occurrence des jeunes Corses. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors, la Commission européenne prend en charge leur voyage et leur attribue une somme mensuelle qui correspond à de l'argent de poche et une indemnité de nourriture. Et nous leur payons le logement. Voilà. Donc, ils n'ont pas de frais à proprement dit, si ce n'est pour s'habiller, mais ce qu'ils auraient chez eux. Bien sûr. Hein? Après, on leur permet de bien s'intégrer dans des groupes de jeunes. On met à leur disposition des vélos. Et puis, ils sont au contact d'enfants, puisqu'on les fait intervenir dans les établissements scolaires. Ils sont aussi au contact de catégories socio-professionnelles différentes, hein, en règle générale, on les fait participer à toutes les activités que nous avons. Par exemple, la semaine prochaine, on organise à Ajaccio une conférence avec la diffusion d'un film sur la Pologne, avec le consul général de Pologne à Lyon qui vient assister à ça. Et évidemment, les jeunes qui sont là vont y assister, vont participer, vont nous aider à organiser. Et puis nous avons aussi une petite stagiaire allemande qui est là pour 6 mois.
Et nous avons un Croate qui est là en service civique. Donc, vous voyez que l'équipe est assez large, diversifiée, avec des cultures très différentes, des langues très différentes. Il y a des moments où le bureau ressemble un peu à un poulailler. Ça fait une cacophonie, oui. Vous arrivez tous à vous comprendre? Oui, parce que nous, on leur parle exclusivement en français, qu'on leur interdit évidemment de parler entre eux dans une autre langue que le français, puisqu'ils sont là pour apprendre à parler français. Mais par contre, on les fait intervenir dans les établissements scolaires avec les jeunes dans leur propre langue, de façon à ce qu'il y ait des échanges. Et puis on organise au bureau aussi des sessions de sensibilisation aux langues pour les enfants petits, donc les enfants d'école primaire, en anglais, en italien et en espagnol. Alors à propos d'échanges justement, est-ce qu'il y a des pays de l'Union européenne où vous échangez, on va dire, plus qu'avec d'autres? Et est-ce que les échanges, pour vous sont essentiels? Alors, les Italiens et les Espagnols voyagent beaucoup, c'est dans leur culture. On a beaucoup de demandes. On en a de plus en plus de jeunes Allemands, de jeunes des pays de l'Est aussi, et puis beaucoup de pays associés à l'Union européenne, comme la Turquie, le Kosovo. Ça, ce sont des populations qui ont besoin de sortir de chez elles et qui trouvent dans les programmes européens cette possibilité. Les Français cherchent beaucoup moins à partir que... Ils préfèrent recevoir. Ils préfèrent être tranquilles, je crois. Ah d'accord, carrément. Voilà. Mais on se rend compte que finalement, quand on reçoit des jeunes et qu'on les fait participer, eh bien, ça plaît quand même à la population et aux enfants, mais aussi aux jeunes adultes dans les classes de terminale ou les classes de BTS, puisqu'on travaille beaucoup avec les classes de BTS du lycée Laetitia. Et avec l'université, les universitaires, ça se passe comment? Alors à l'université, il y a le programme Erasmus, oui. Avec tous les échanges qui sont faits dans la politique de jeunesse et de mobilité. C'est jeunesse et sport, et il y a quand même, je crois, quelques étudiants corses qui partent avec des programmes de mobilité. Je pense qu'il y en a plus qu'il n'y en a qui partent. Quand ils décident justement de poursuivre un programme Erasmus, est-ce qu'ils viennent vous voir, ils viennent en faire la demande? Alors Erasmus, c'est un programme qui se passe entre universités. Enfin, le programme Jeunesse et Sport, c'est entre universités. Nous n'intervenons pas, nous intervenons pour en faire la promotion, nous intervenons pour donner des renseignements, pour éventuellement même trouver des points de chute sur place, etc. Mais le programme d'échange entre universités, ça se passe entre elles. Nous, on travaille plus sur la mobilité en dehors de l'université. Et vous, pour vous, à la Maison de l'Europe, quel programme à ce jour existe? Alors, nous, on a le programme de service volontaire européen dont je vous parlais. Et puis après, il y a toute une série de programmes dans Erasmus+, qui nous permettraient éventuellement d'accueillir des populations en difficulté, des chômeurs, des personnes, j'allais dire d'âge mûr, qui ont le souhait de venir connaître une autre culture, la rencontre d'autres cultures. Tout ça, on est en train de se l'approprier, parce qu'il faut savoir que les programmes Erasmus sont nouveaux. Sous le vocable Erasmus, aujourd'hui, on a regroupé tous les programmes de mobilité de l'Union européenne. Donc il faut qu'on s'habitue à tout ça. Avant, ils s'appelaient Grundtvig, etc. Maintenant, ils s'appellent tous Erasmus. Donc on est en train d'y travailler, mais en tout cas, on est tout à fait capable aujourd'hui de transmettre l'information à tous les publics qui nous font des demandes. Est-ce que vous avez un soutien financier? Alors évidemment, nous on est soutenu par la collectivité territoriale de Corse, sans laquelle nous ne pourrions pas exister. On est évidemment soutenu par la Commission européenne.
Et puis aussi par la communauté d'agglomération du pays ajaccien et par la ville d'Ajaccio, qui sont pour nous des soutiens indéfectibles et avec lesquels nous avons beaucoup de plaisir évidemment à travailler, parce que ce que nous souhaitons, c'est évidemment qu'ils nous financent, mais qu'on leur rende aussi l'appareil. Un service, Bien je sûr. dirais. Hein, voilà. Et donc, on essaye d'organiser avec ces collectivités des opérations telles que la Fête de l'Europe pour la ville d'Ajaccio, une manifestation avec la communauté d'agglomération. Et notre souhait, c'est justement d'élargir notre territoire d'intervention, hein, puisque jusqu'à présent, nous sommes beaucoup intervenus sur le territoire d'Ajaccio. Oui, je voulais vous demander jusqu'où vous vous déplaciez. Eh bien, normalement, on doit se déplacer sur l'ensemble de la région. Déjà, vous êtes venu nous expliquer, c'est déjà bien, voilà. On va dire. Vous avez fait un long voyage. Et puis, essayer de sensibiliser les populations de Balagne aussi, d'abord à notre existence, au fait qu'on peut faire appel à nous et que nous sommes prêts, évidemment, à venir dans les établissements scolaires, voire dans les mairies, donner de l'information. Le centre d'information, c'est une structure qui a évidemment une bibliothèque, un site internet. C'est votre rôle primordial. Notre rôle primordial, c'est de donner de l'information et de répondre à toutes les questions que se posent les populations sur l'Union européenne. Et donnez-nous des exemples des appels à projets. Alors, des appels à projets, il y en a une multitude. Si on va dire les plus... Alors, il faut faire la différence entre les programmes qui sont ouverts à tous et les fonds structurels dont vous avez l'habitude d'entendre parler, le FEDER, le FEADER, le FEAMP, le FSE, etc. Ça, ce sont des fonds qui sont dédiés et qui sont maintenant, pour la plupart, sous l'autorité de la collectivité territoriale de Corse, hein, puisque l'autorité de gestion a été transférée de l'État à la collectivité territoriale de Corse pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça, ce sont des programmes que je dirais sont dédiés. Donc nous, on peut en faire, on peut donner de l'information, mais on n'intervient absolument pas. Sur les autres programmes, par exemple Europe Créative, qui est dédié aux acteurs culturels que sont les théâtres, les cinémas, les troupes de théâtre, les associations culturelles. C'est la culture qui prime. C'est la culture. Hein, ça, c'est la culture et les médias. Donc il y a une partie culture dans l'Europe créative et une partie médias. Dans les médias, ce sont les sociétés de production, les sociétés de diffusion, les concepteurs de jeux vidéo. Les concepteurs de télé, ça n'entrait pas en compte. Les concepteurs de télé, bien sûr. On a loupé ça. Mais il y aura des appels à projets. Vous pourrez y participer dans les années à venir. Il y a 2 appels à projets par an. Après, il faut y travailler, il faut les concevoir. On arrive avec son appel à projet et... Non, alors le mieux, c'est d'y travailler très en amont, de se rapprocher de la Maison de l'Europe. Nous sommes les correspondants du Relais Culture Europe, qui est l'agence française chargée de la mise en œuvre d'Europe créative. Donc, on vous met en rapport avec le Relais Culture Europe. Vous conseillez, vous guidez. Évidemment, on accompagne. Et puis, le Relais Culture Europe, qui est l'agence qui est le spécialiste du programme Europe Créative, vous accompagne, vous aide à trouver des partenaires, etc. Voilà. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne donne plus d'argent. Ça n'a jamais été un guichet ouvert, mais ça l'est d'autant moins qu'aujourd'hui, toute la politique européenne est basée sur l'innovation, l'échange de pratiques, l'échange de savoir-faire et la mobilité. Quel rapport a la Corse avec l'Europe ? La Corse a un rapport, elle se place plutôt intéressant avec l'Europe. Elle a été longtemps dans les régions d'objectif 1. Elle est aujourd'hui encore très privilégiée puisqu'elle est dans les régions en transition. Mais j'espère qu'elle va savoir profiter de cette opportunité. Le rapport est plutôt bon. En tout cas, moi, ce qu'on m'en dit lorsque je rencontre à Bruxelles des responsables de la Commission européenne, ils apprécient le travail qui est fait en Corse, ils apprécient les rapports qu'ils ont avec la collectivité territoriale de Corse et avec les autres collectivités.
Et les choses ont l'air de bien se passer. En tout cas, les Corses sont plutôt une population intéressée par l'Union européenne. D'abord, On va dire qu'ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Il y a toujours eu cette facilité quand même, enfin, ou pas cette facilité, cette obligation des Corses à s'expatrier. Et beaucoup de Corses, en dehors de ceux qui partaient vers des terres très lointaines, beaucoup de Corses ont travaillé dans la diplomatie, dans la fonction publique française, ont été appelés à côtoyer des citoyens d'autres pays, et les choses se passent plutôt bien. Et puis nous avons quand même une proximité avec l'Italie, oui, c'est vrai. Qui nous permet d'avoir cette sensibilité et les très échanges doivent proche être d'un plus... autre pays que la France. Finalement, bon, je crois que si on posait la question, la plupart des Corses vous diraient qu'ils sont beaucoup plus proches de la culture italienne que de la culture française. Donc ça facilite considérablement les échanges. Il y a d'ailleurs un programme bien spécifique qui a été élaboré dans la précédente programmation 2007-2013 et puis qui a été reconduit pour la programmation 2014-2020 entre la Corse et l'Italie, qui est le programme Maritimo, et qui permet justement des échanges très importants entre la Corse et l'Italie. Voilà. Et donc sur la région, je dirais un peu plus descendre vers chez nous, peut-être pas forcément en Balagne, mais est-ce que c'est envisagé de venir, la Maison de l'Europe se rapproche? Alors, la Maison de l'Europe, je vous ai dit, on est une petite structure, mais... Avoir des antennes. Alors, les antennes, c'est très difficile à faire fonctionner, et je crains que nous n'ayons jamais la possibilité financière d'ouvrir des antennes. Mais par contre, avoir une présence épisodique et régulière... Comme une permanence. J'y serais assez favorable. Reste pour nous à trouver la collectivité qui va nous accueillir. Donc il faut faire appel. Voilà. Il faut faire un appel. La collectivité qui va nous accueillir, les écoles qui souhaitent mettre en œuvre une petite programmation. Pourquoi pas faire un sondage? Pour une année. Hein, voilà. Alors, nous allons le faire parce que nous sommes maintenant agréés par le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous adhérons à la Fédération française des maisons de l'Europe, que le ministre publie après-demain au journal officiel cet agrément, ce qui va nous permettre de travailler avec les écoles sans avoir à demander d'autorisation, voilà, vraiment à la demande des enseignants et des chefs d'établissement. Et donc, je serais assez favorable à venir de temps en temps en Balagne, ne serait-ce que pour profiter de votre belle région. Ça nous fait plaisir. Alors, avant de conclure cette émission, j'aimerais qu'on parle justement, puisque ça a une importance, c'est de la fête de l'Europe qui a lieu donc le 9 mai. Qu'est-ce que vous prévoyez ou vous avez sûrement déjà prévu d'organiser? Alors d'abord, il faut savoir que la fête de l'Europe, c'est partout le même jour dans toute l'Union européenne. Le 9 mai, on fête la déclaration Schuman, qui était ministre des Affaires étrangères française et qui, le 9 mai 1955, a fait un grand discours appelant les peuples à se rassembler pour éviter ce qu'on avait connu, les atrocités de la guerre. Et il y a réussi. Bon. Aujourd'hui, en France, on fête non seulement le 9 mai, mais le joli mois de l'Europe, qui est tout le mois de mai. Donc, on a des opérations sur l'ensemble du territoire. Hein. On fête la journée de l'Europe, alors pas partout en même temps, parce que c'est un petit peu difficile d'être partout en même temps, mais on a la fête de l'Europe de la ville d'Ajaccio. Ça, c'est pour nous une tradition depuis très, très, très longtemps. Et puis ensuite, on organise des visites de sites qui ont été restaurés, rénovés, réhabilités grâce à l'Union européenne. Par exemple, la communauté d'agglomération du pays ajaccien organise sur un sentier, le sentier des Moulins de la commune de Coutely, 2 jours de visite pour les scolaires avec des jeux que nous animons, etc.
Et puis, toutes sortes d'opérations, et en particulier, avec la collectivité territoriale de Corse, l'animation d'une exposition que nous espérons pouvoir amener en Balagne, peut-être dans le courant du mois de mai. Voilà. Eh bien, merci Marie-Paule Mancininer C'est moi qui vous d'être remercie. venue. Mais avant de nous quitter, j'aimerais bien quand même que vous puissiez, pour les personnes intéressées par ce que vous proposez, un contact, site internet, je vous laisse. Alors, la Maison de l'Europe en Corse, c'est à Ajaccio, un rue Ottavi, c'est la rue qui est le long de la poste centrale d'Ajaccio, elle est facile à trouver. On a évidemment un téléphone, et puis on a un site internet, c'est europe-corse.eu, et on est vraiment sensible à toutes les demandes, on est à la disposition de toutes les personnes qui souhaitent avoir des renseignements. Merci de votre venue. C'est moi qui vous remercie. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Télépaïs.